Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. « 48 heures après leur évasion d'une prison du centre du Nigeria, plus d'une centaine de fugitifs ont été rattrapés par les forces de sécurité. Ils étaient plus de 200 en cavale. Les frontières guinéennes peuvent s'ouvrir après le coup d'État du 5 septembre dernier. Les militaires au pouvoir en affichent l'intention. Un appel à des journées villes mortes pour protester contre l'insécurité suivie dans l'est de la RDC, précisément à Béni. Plusieurs secteurs d'activité sont paralysés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver à ce journal que nous ouvrons par le Nigeria. Au moins 108 des 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre de ce pays ont été rattrapés par les forces de sécurité. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un responsable des services pénitentiaires du côté du Nigeria. Suivant. La libération des élèves de l'école de Kaya est intervenue ce week-end après le déclenchement d'opérations militaires contre des gangs criminels dans cet État et la coupure des télécommunications par les autorités pour les empêcher d'échanger des informations. Plus de 70 élèves et des enseignants avaient été enlevés à Kaya le 1er septembre dernier, épisode en date d'une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des collèges perpétrés depuis le début de l'année par des hommes lourdement armés qualifiés localement de bandits. Selon des sources sécuritaires, ils ont été libérés par leurs ravisseurs en échange de la promesse de laisser passer ces derniers hors de la forêt où ils s'étaient retranchés, l'armée ayant encerclé leur camp. Les gangs criminels sévissent depuis longtemps dans les États du nord-ouest et du centre du Nigeria où ils mènent des raids violents pour piller des villages, voler du bétail et enlever des habitants pour obtenir des rançons. Ces derniers temps, ils s'en prennent tout particulièrement aux écoles et aux établissements scolaires. Plus de 1000 élèves ont ainsi été enlevés cette année au cours d'une série d'attaques. La plupart de ces apprenants ont été libérés après des négociations et certains se sont échappés, mais des dizaines d'entre eux sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Conakry ont annoncé leur intention de rouvrir à partir de mercredi les frontières terrestres avec les pays voisins. Ces frontières sont fermées depuis le putsch pour certaines et depuis des mois pour d'autres. Reportage. La junte avait aussi fermé les frontières aériennes après le putsch qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Mais elle les avait rapidement rouvertes. Elle a demandé aux services concernés de procéder immédiatement à une évaluation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle de ces frontières terrestres, à commencer par celle avec la Sierra Leone, d'ici au 15 septembre. Selon un communiqué lu lundi soir sur la télévision publique, pour la première fois, non pas par un officier en uniforme, mais par une femme en robe colorée. La frontière avec le Libéria devrait rouvrir avant le 16, la Côte d'Ivoire le 17, le Mali le 18, la Guinée-Bissau le 20 et le Sénégal le 24. Alpha Condé avait fait fermer les frontières terrestres avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone, officiellement pour des raisons de sécurité avant la présidentielle du 18 octobre, dans un contexte de contestation meurtrière de sa candidature à un troisième mandat. Alpha Condé dénonçait des tentatives de déstabilisation préparées selon lui sur le territoire de pays voisins. Cette fermeture était source de tensions diplomatiques étant donné l'importance des échanges économiques et humains. Un accord signé en février entre la Guinée et la Sierra Leone avait permis la réouverture de la frontière. La Guinée et le Sénégal avaient passé en juin un accord de coopération technique et militaire. Mais la réouverture de la frontière se faisait attendre.
La junte a multiplié depuis la prise du pouvoir les gestes de bonne volonté à l'adresse des partenaires étrangers et des investisseurs. Et les Nations Unies attendent que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable dans ce pays. Parlant de la Guinée-Conakry, les Guinéens doivent décider de la durée de cette transition après le putsch de la semaine passée, a indiqué Mohamed Saleh Anadif, le représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mohamed Saleh Anadif, représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a rencontré le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, des chefs de parti et des diplomates. Sa visite avait lieu la veille de l'ouverture d'une concertation entre les militaires et les forces politiques, la société civile ou les représentants des compagnies minières pour préparer la transition et la formation d'un gouvernement en Guinée. Il a rappelé que les Nations Unies avaient condamné le putsch et réclamé la libération de Condé, mais elles ont aussi manifesté leur intention d'accompagner la Guinée pour sortir de la crise. Nous voulons une durée raisonnable, mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes, parce que je voudrais toujours dire et le répéter, que quel que soit l'accompagnement, quel que soit le soutien de la communauté internationale, l'avenir de la Guinée, c'est entre les mains des Guinéens eux-mêmes. Nous avons rencontré effectivement le président Alpha Condé. Nous nous sommes assurés de sa sécurité, de sa santé. Il se porte bien. Aussi bien les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine et tous les partenaires en fait commencent réellement à s'interroger sur cette recrudescence des coups d'État. Et c'est un phénomène inquiétant qu'on peut interprété par un recul démocratique et les Africains sont interpellés. Anadif a exprimé son inquiétude sur la succession des faits accomplis militaires en Afrique en un an, au Mali, au Tchad et à présent en Guinée. Au Niger, la menace d'une crise alimentaire s'ajoute à la peur des attaques djihadistes. Au nombre des zones les plus touchées figure la région de Tillabéri, dans l'ouest. Le président Mohamed Bazoum s'est rendu sur place. Les détails. Les terroristes ont tué nos maris, ils ont brûlé nos vivres, ils ont emporté notre bétail. Comme de nombreux habitants de Lanzourou, dans l'ouest du Niger, le quotidien de Maïmouna Moukaïla est rythmé par des attaques djihadistes meurtrières qui font désormais planer la menace d'une crise alimentaire. Lanzourou, composé d'une cinquantaine de villages et hameaux, fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, 100 000 km², riveraine de la zone des trois frontières Niger, Burkina Faso et Mali, qui est le théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces derniers mois, les attaques souvent perpétrées par des assaillants à moto se sont intensifiées contre les civils de cette zone aux vallées très boisées. Les vols, pillages, incendies de greniers et céréales, assassinats ciblés persistent. En mars, les autorités ont réinstallé 12 000 habitants qui avaient fui à Tillabéri, la capitale régionale, après une série d'attaques et d'ultimatums lancés par des groupes djihadistes. Des soldats lourdement armés ont depuis été déployés pour veiller sur les habitants, mais la vie est loin d'avoir repris son cours normal, ont constaté des journalistes sur place. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités sont restées paralysées à Béni après un appel à 2 journées ville morte lancé par la société civile. C'est pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région alors que la province est sous état de siège. La société civile qui s'insurge contre la criminalité urbaine qui frappe durement les populations depuis l'instauration de l'état de siège a appelé à 2 journées ville morte ce lundi à Béni, dans la province du Nord Kivu. Journée ville morte qui devrait se poursuivre ce mardi. Cette mesure, qui fait polémique dans le pays, devrait être renouvelée pour la 8e fois ce mardi par l'Assemblée nationale. La société civile de Béni décrit une ville qui a été totalement paralysée. Avec des commerces fermés, le mot d'ordre a été respecté à plus de 90% d'après son vice-président. La montée en échelle des cas de criminalité en ville marquée par des vols et viols des femmes a motivé cet appel à la grève générale. D'après le vice-président de la société civile de la ville de Béni, Tembo Mouliouavio,
Plus de 300 ménages ont été cambriolés par des hommes armés, pour la plupart en uniforme depuis le mois de mai. Au moins 4 cas de viol ont aussi été enregistrés lors de ces cambriolages. Ces informations ont été portées ce lundi à la connaissance du président Félix Tshisekedi dans un mémorandum signé par des ressortissants de la région. La société civile réclame donc la levée de l'état de siège. Sauf qu'à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale accorde des prorogations, des requêtes qui passent comme une lettre à la poste. Une mauvaise nouvelle pour les déplacés au Soudan du Sud. Le Programme alimentaire mondial a annoncé ce lundi qu'il était contraint de suspendre l'aide alimentaire à plus de 100 000 personnes. La durée de la suspension court d'octobre à janvier 2022. Les détails. Au total, 106 000 personnes sont concernées, a précisé le Programme alimentaire mondial, affirmant avoir besoin de 154 millions de dollars pour éviter de nouvelles coupes d'aide. Les temps difficiles appellent des mesures drastiques. Nous sommes obligés de prendre des décisions douloureuses et d'étirer nos ressources limitées pour répondre aux besoins critiques des personnes au bord de la famine, a déclaré le directeur de l'institution dans le pays. Si les niveaux de financement continuent de baisser, nous n'aurons peut-être pas d'autre choix que de procéder à de nouvelles coupes alors que les besoins des communautés vulnérables continuent de dépasser les ressources disponibles, a-t-il déclaré. Cette annonce intervient peu de temps après que l'Agence humanitaire des Nations Unies a signalé que 380 000 personnes avaient été touchées par de fortes inondations qui ont frappé des terres agricoles, submergé des maisons et déplacé des familles dans ce pays parmi les plus pauvres du monde. Depuis qu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le plus jeune pays du monde est en proie à une crise économique et politique chronique et peine à se remettre de la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. En Algérie à présent, le Premier ministre et ministre des Finances a planché devant l'Assemblée populaire. Ben Abderrahmane a eu à présenter le plan d'action du gouvernement. Je vous propose un extrait de son intervention. Le gouvernement travaillera à renforcer les libertés et à moderniser la justice en consacrant son indépendance et son efficacité à travers la révision des lois organiques relatives à la loi du pouvoir judiciaire et le Conseil national de la magistrature qui sera installé avant la fin de l'année en cours. En ce qui concerne l'exercice des droits et libertés, le gouvernement travaillera à être plus souple pour ce qui est de la création d'associations et de partis politiques, ainsi que le droit d'exercer la liberté de rassemblement et de manifestation pacifique dans le cadre du strict respect des lois de la République. Nous attendons de ce plan d'action beaucoup de choses positives. Il y avait déjà beaucoup de points positifs, mais il a négligé beaucoup d'autres points auxquels aspire le peuple algérien dans différents domaines. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à Sika TV.